Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir Jacques. Bonsoir à tous les auditeurs de Jacques Roger Show et de l'émission Analyse politique. Alors, nous sommes heureux encore de nous retrouver ce soir pour parler de la Côte d'Ivoire. Vous le savez, c'est notre but principal, parler de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous parlons de la révision de la liste électorale, révision qui vient de prendre fin. Elle avait été lancée depuis le 19 octobre 2024 et elle a pris fin. Et donc, nous voulons vraiment voir ce qu'on peut tirer de cette révision électorale, de la liste électorale, qui devait permettre à 4 500 000 Ivoiriens de s'enregistrer. Et on a malheureusement vu seulement 800 000 personnes s'inscrire d'après les chiffres qui nous sont donnés par les autorités. Donc les chiffres officiels sont aux environs de 800 000 Ivoiriens qui ont pu s'inscrire sur la liste électorale. Évidemment, il y a encore beaucoup de problèmes qui sont soulignés. Le fait que les Ivoiriens, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas leur pièce d'identité. Beaucoup n'ont pas pu établir leur pièce d'identité. Certains se sont plaints de la difficulté à s'établir des pièces d'identité. Est-ce que c'est fait à dessein? Est-ce que ça va jouer contre l'opposition? Est-ce que c'est fait pour arranger le gouvernement? Eh bien, nous ne saurons le dire, mais toujours est-il qu'il y a un grand problème, un sérieux problème avec les listes électorales. Et donc, ce soir, nous allons en parler. Dans la deuxième partie, nous parlerons aussi du président Laurent Gbagbo, puisque cette révision de la liste électorale, normalement, devrait voir son inscription sur la liste. Nous savons que le groupe PPACI a eu une rencontre avec M. Koulibaly Kubert depuis la semaine dernière et il y a eu un changement dans son langage et il était beaucoup plus souple que ce qu'il avait été jusqu'à présent. Est-ce que M. Laurent Gbagbo serait inscrit? Certains ont crié qu'il a été inscrit sur la liste, mais pour l'instant, en tout cas, nous n'avons pas encore reçu l'annonce officielle de son inscription sur cette liste, donc on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Est-ce que cette révision a été un échec? Est-ce que cette révision est un bon début? Puisque nous savons qu'en 2025, normalement, il devrait y avoir une autre révision de la liste électorale avant les élections, puisque la révision est chaque année, donc on espère qu'en 2025, il y aura une autre révision de la liste électorale. Alors ce soir, je voudrais vraiment parler de ces choses avec vous, parce que c'est ça la base de la démocratie. Alors, dans l'étude des systèmes politiques, nous savons tous que quand on parle de démocratie, on parle du pouvoir qui est aux mains du peuple. Donc, c'est la gestion du pouvoir par le peuple, pour le peuple et avec le peuple. Et donc, cette démocratie-là voudrait que le peuple soit impliqué dans tout le processus démocratique, les élections législatives, les élections présidentielles, les prises de décision au niveau de l'Assemblée nationale, les décrets, des choses comme ça. Normalement, un pays organisé démocratiquement, le peuple devrait pouvoir participer. Et nous pensons qu'en Côte d'Ivoire, c'est vers cela que nous devons tendre, parce qu'il n'y a pas seulement que le développement qui importe au peuple ivoirien, il y a aussi la possibilité pour le peuple ivoirien de s'exprimer, la possibilité pour le peuple ivoirien de dire, écoutez, moi voici ce que je pense. Et surtout d'avoir des représentants qui sont capables de dire à nos autorités, voici ce que pense le peuple, et nous qui sommes assis ici, nous sommes là pour dire ce que le peuple pense, et le peuple n'est pas par exemple d'accord avec tel ou tel décret, alors il faut qu'on remette ça sur la table pour voir si on peut changer certaines choses. Donc c'est important
quand on parle de démocratie, hein, ce n'est pas seulement dans la bouche, ou ça ne devrait pas seulement être un mot, mais ça doit aussi être un comportement, ça doit être une mentalité, des attitudes, des comportements, une manière de voir la vie en société, une manière de voir le pouvoir d'État. Alors, voilà un peu ce soir ce dont nous allons parler. Je sais qu'il y a déjà des panélistes qui sont là avec nous. Voilà, alors je ne sais pas, je voudrais dire bonsoir si c'est M. Adji. Je voudrais pouvoir dire bonsoir à M. Adji. Alors, apparemment, M. Adji n'est pas encore arrivé, mais il y a quelqu'un qui a le micro ouvert et qui fait beaucoup de mouvements là-bas. Alors, je ne sais pas qui c'est. Voilà. Si vous êtes là, que vous n'êtes pas prêt à parler, est-ce que vous pouvez vous mettre à mute? Oui, bonsoir, Sister Sarah, je suis là. Ah, d'accord. Bonsoir, M. Nougat. Voilà, merci d'être avec nous ce soir. Alors, ce soir, nous parlons de cette révision. Là, je ne sais pas si vous êtes prêt à répondre à mes questions, parce que je voudrais engager le débat avec vous aussitôt. Oui, oui. Voilà, alors, Monsieur Dunga, selon vous, est-ce que cette révision est un succès ou un échec? On attendait 4 500 000 personnes, on a seulement eu 800 000 personnes. Est-ce qu'on peut dire que c'est un échec de façon globale? Oui, mais bonsoir, commandant Jacques. Bonsoir à tout le monde. Les Ivoiriens doivent savoir une chose, que Draman ne veut pas d'élections transparentes. Ils ont déjà, comment ça s'appelle, leur quote-part, excusez-moi, ils ont déjà leur quote-part électorale pour gagner les élections. Ce qu'ils font, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la pure mascarade. Les Ivoiriens ne s'enrôlent pas, bien les Ivoiriens ne s'intéressent pas trop, parce que les Ivoiriens ne trouvent pas, comment ça s'appelle, n'ont pas confiance en ce groupe qui est là. Alors moi, je me lamente, je me pose constamment cette question. Qu'est-ce que l'opposition a à gagner à aller aux élections avec cette commission électorale indépendante? Moi, je me pose cette question. Qu'est-ce que l'opposition attend? L'opposition pense-t-elle qu'elle peut réformer, qu'elle peut gagner? Non, on ne veut pas de cette, comment ça s'appelle, de cette commission électorale indépendante. Un point, un trait, on refonde la commission électorale indépendante qui va reprendre le processus électoral depuis le recensement, depuis l'enrôlement avec, comment ça s'appelle, un partage de circonscriptions égales. Moi, je ne vois pas pourquoi. Bon, comme il y a mon nom qui est déjà sur la liste, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que je n'ai pas confiance en cette commission électorale. Je ne sais même pas pourquoi les opposants s'acharnent à pousser les Ivoiriens à aller s'inscrire, alors qu'on dit qu'il n'y a que 800 000. Mais les autres qui vont s'inscrire, eux, ils ont déjà leur électorat, leur code-part, comment j'appelle leur code-part pour gagner. Quand les autres vont s'inscrire, on s'occupe même pas d'eux. Les 800 000, en fait, les 800 000 personnes, ce sont en fait de nouvelles personnes, mais sinon, il y a déjà une quote-part de 8 millions de personnes sur la liste qui sont déjà enrôlées, prêtes à voter. Donc, comme on moi, voulait par exemple. ajouter voilà, comme vous. Alors, maintenant, les nouvelles personnes qu'on voulait ajouter, le but de la CEI, c'était de s'arranger pour qu'il y ait au moins 4 500 000 personnes qui s'ajoutent. Mais 4 millions, on n'a même pas pu atteindre 1 million. On est à seulement 800 000 personnes. Oui, on n'a pas confiance à cette compétition. Et on a arrêté le processus, c'est-à-dire que c'est terminé pour cette année 2024. C'est fini. Oui, parce qu'on n'a pas confiance en ça. On n'a même pas confiance à cette commission électorale. Je perds mon temps. Et puis le problème, beaucoup de personnes ne sont pas parties parce qu'il y a des gens qui s'en vont, les gens qui ne sont pas du RDR, ils s'en vont s'inscrire. On s'en fout d'eux. On s'en fout d'eux. On ne s'occupe même pas d'eux.
On prend leur papier, on dit, bon, écoute, vous allez recevoir, comment s'appelle votre récépissé. Ils n'ont jamais eu de récépissé. Les gens sont découragés. Et le gouvernement, par l'intermédiaire de la CEI, fait exprès pour décourager les Ivoiriens pour ne pas aller s'enrôler. Ils ont déjà leur compte pas sur les 8 millions. Ils ont déjà 6 millions d'inscrits. Et puis, les faux noms des personnes. L'opposition dit quoi? Est-ce qu'on a épuré? Est-ce qu'on a épuré? Il faut demander le départ de cette commission électorale, mettre en place une nouvelle commission électorale indépendante de consensus, et on va reprendre tout le processus. On a encore 10 mois pour le faire, et on peut le faire. Les Ivoiriens oui, on espère qu'il y aura une autre révision, un autre temps pour enregistrer les gens, puisque c'est normalement censé être fait chaque année. Donc, on espère qu'en 2025, il y aura une nouvelle à cette époque-là, Maman Sarah, on sera à combien de mois des élections? On sera à combien de mois des élections? Oui, d'ailleurs, cette révision n'a pas duré. Ah oui, le gouvernement fait tout pour empêcher la révision massive de nouveaux inscrits qui vont s'inscrire contre le RHDP. C'est ce que M. Fologo a dit, la technologie électorale. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Il faut tout et pour tout enlever cette commission électorale, mettre en place une nouvelle commission électorale indépendante de consensus, et puis c'est tout. Vous allez voir que les Ivoiriens vont s'aligner plein pour aller se faire inscrire parce qu'ils savent que leur vote va compter. Mais actuellement, tu t'inscris là. Ce n'est même pas sûr que ton vote va compter. Oui, ma soeur, c'est ça. Les opposants en Côte d'Ivoire, ils plaisantent. Ils plaisantent avec Draman. Ils plaisantent avec Draman. Alors, je sais que pendant ce temps-là, il y a eu quand même des partis politiques qui se sont mobilisés, comme le CPACI, comme le PDCI, RDA, qui sont allés un peu partout pour aider leur population, leurs militants à s'inscrire. Mais, M. Dougan, le grand problème, c'est que les identités des gens n'ont pas été établies. Pourquoi est-ce que le problème de l'identité n'est pas présentée, est-ce qu'elle n'est pas mal présentée au peuple? Parce qu'on attend la veille des élections chaque fois pour dire aux Ivoiriens d'aller faire leur pièce d'identité, alors que la pièce d'identité doit être faite pour tout le monde et être renouvelée dès qu'elle est périmée. Mais on a l'impression que c'est quand il y a les élections, donc la carte d'identité est un peu un fonds de commerce pour les élections. Mais cette opposition, actuellement, moi, je ne comprends même pas sa démarche. C'est ce que j'appelle mettre en place une nouvelle commission électorale de consensus qui va reprendre tout le processus. Quand on dit reprendre le processus électoral, y compris l'identification des Ivoiriens. Aujourd'hui, sur les 8 000 qui sont déjà là-bas, il y a au moins 2 millions, sur les 8 millions, il y a au moins 2 millions qui sont des fausses identifications. Est-ce qu'on a épuré ça d'abord? L'opposition attend quand pour faire épurer ça? L'opposition attend quand pour faire nettoyer ça? Et vous voulez qu'on ait complété encore quand même? Et puis les cartes d'identité, ça se fait pour seulement les gens du RDR. Nous avons des parents Abidjan. Ils vont, comment ça s'appelle, pour leur identification, on leur donne des cartes d'identité, mais ils n'ont les récépissés, mais ils n'ont jamais reçu leur carte. Ils n'ont jamais reçu leur carte. Ça se fait, l'identification aujourd'hui en Côte d'Ivoire se fait dans les officines du RDR. Dans les officines du RDR. Et l'opposition pousse les gens, allez-y vous inscrire, vous allez vous inscrire où? Allez se jeter dans de l'eau sale. C'est ça, ça veut dire, allez se jeter dans de l'eau sale. Non, moi, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas cautionner cette, comment ça s'appelle, comment je vais appeler cet enrôlement, je ne peux pas cautionner ça. C'est pour ça que depuis que ça a commencé, je ne dis rien. Je ne cautionne pas ça. Merci, ma soeur. Laurent, puis M. Kwasi-Dougan. C'est pas docteur Rikedi, vous avez suivi certainement la présentation de Sister Sarah et puis le point de vue de M. Kwasi-Dougan. Quel est réellement votre commentaire, oui, j'allais dire analyse,
après donc les 3 semaines d'enrôlement sur la liste électorale. Merci, frère Jacques Roger. Bonsoir à tout le monde. Et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de cette édition, que je retrouve avec quand même une longue période d'absence. Ben, je pense que le premier constat... Avant votre absurdation, on avait signalé que vous serez parti donc au pays. Est-ce que c'est vérifié de ça? Non, j'ai fait... Parti au pays, ça veut dire quoi? Non, je ne suis pas réinstallé en Côte d'Ivoire. M. Kwasi Dugampi l'a testé. Il y a environ 3 semaines, on s'est bel et bien vu à New York. Je suis sur le territoire. C'est vrai que j'ai effectué beaucoup de missions ces derniers temps en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire dans le cadre des activités professionnelles. Mais je suis encore avec vous ici aux États-Unis. Voilà. Ah, donc vous avez effectué donc une visite de quelques semaines à Abidjan, c'est bien ça? Bon, si on veut ne pas être trop discret, j'y suis allé même 3 fois de suite, back to back, comme on peut le dire. En même temps aussi, bon, j'ai dit professionnel, mais c'est dans un cadre aussi familial, puisque je n'avais pas revu mes parents depuis. Puis, avec l'âge, j'ai commencé à avoir des bobos, donc il fallait déjà y voir mon père. Qui est lutteur à tout le monde aussi. Donc, c'est les raisons qui nous ont amenés là-bas. Merci vraiment de demander ça, de vous enquérir de cet état des choses. Voilà. Mais je ne vais pas te laisser vous en aller comme ça, docteur Ikedi. Une autre question encore. Hein. Comment vous avez trouvé la Côte d'Ivoire on pourrait revenir en long et en large dessus. D'accord, ok. Ça marche. On pourrait effectivement revenir en long et en large sur ça. Je pense que la première chose... c'est de noter que dans cette grisaille des difficultés au quotidien qu'on peut noter que nombre d'Ivoiriens, il y a une population qui pense que demain sera le meilleur jour. Partout où je voyage en Afrique dans le cadre de ma profession, c'est le premier constat que je fais. C'est les hommes et les femmes qu'il faut rencontrer, qu'il faut voir, qui se battent et qui pensent que demain sera meilleur, qui espèrent et qui ont l'espoir, voilà, que demain sera meilleur. C'est la première chose qu'il faut noter. Et puis, les autres choses, comme j'ai dit, ça pourra faire l'objet d'une édition, pourquoi pas, pour donner un point de vue là-dessus. Mais quand on s'est absenté aussi de la Côte d'Ivoire pendant quand même un bon moment, même suivre aujourd'hui avec les nouvelles technologies de la communication et de l'information, et toucher du doigt et palper les réalités quand on est sur le terrain, il y a toujours un fossé, qu'il soit grand ou petit, il y a toujours un fossé. Donc j'ai ma petite idée là-dessus et qui très certainement aussi informe et informera tout ce que nous avons à faire dans le futur avec notre engagement à la fois politique et social. Voilà un peu Jacques Roger. Pour revenir à la question, pour revenir à la question qui est posée, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. La première, je dirais, et c'est le travail que j'essaie de faire avec mon petit groupe éducatif, c'est de faire une autopsie de la commission électorale. Une autopsie. Ça veut dire qu'il faut partir de depuis 2000. C'est la constitution de 2000, sous la transition militaire, qui a finalement inscrit la question de la commission électorale dans la Constitution. Avant cela, et bien entendu, ça a été inscrit à cause de la demande récurrente, pressante, et de l'exigence, si on veut aussi, de la classe politique ivoirienne, notamment de l'opposition. On se rappelle que déjà à partir de 1995, c'était une question, 3 points essentiels sur lesquels le Front populaire ivoirien et les autres partis de l'opposition avaient insisté: ramener le vote, l'âge de vote à 18 ans au lieu de 21 ans comme c'est le fait, la question de la commission électorale, donc enlever l'organisation des élections en Côte d'Ivoire du ministère donc de l'Intérieur et notamment l'administration territoriale pour créer une commission qui devrait être indépendante, et puis aussi le retirer de la liste donc électorale ou bien de la liste des votants et des votantes les personnes étrangères, surtout les ressortissants de la CEDEAO qui en Côte d'Ivoire votaient depuis 1956, même je pense, depuis le vote pour, comme on appelle ça, la suppression du collège, ou bien l'instauration de la suppression du double collège électoral et puis les élections générales qui avaient eu lieu à Abidjan. Cette question a été déjà posée
Et le président Kogwani, avec d'autres personnes, avait opté pour le vote de ce qu'on a appelé les représentants ou alors les membres, pardon, des ressortissants des pays de l'Ouest qui vivaient en Côte d'Ivoire. Pour une raison ou pour une autre, et ça a perduré jusqu'à ce que l'opposition demande leur extraction, donc de la liste électorale. Quand on regarde ça, donc pour faire un rappel historique, c'est à partir de 2001, véritablement, donc avec un décret, que cette commission, cette loi-là, est sur la commission électorale indépendante. On a commencé par une commission nationale électorale, puis devenir une commission électorale indépendante. De 2001 jusqu'à aujourd'hui, quel constat nous pouvons faire? Et je pense que ce constat-là n'est pas nécessairement fait. Et ça, c'est un travail sur lequel nous sommes en train de travailler. Un travail sur lequel nous sommes en train de plancher, pour ne pas faire de la référence, excusez-moi, pour offrir quelque chose peut-être à la classe politique ivoirienne. Ce serait notre contribution. Mais pour la question du moment, je pense que quand on a prévu enrôler environ 4 millions de personnes et qu'on s'est retrouvé avec 800 000, il y a un gros point d'interrogation. Et le point d'interrogation, c'est lequel? Et c'est pourquoi. Est-ce que les prévisions du départ étaient mauvaises? Sur quoi est-ce qu'on s'est appuyé? Je m'avais donné le bénéfice du doute à tout le monde, même aux partis politiques qui ont demandé et qui continuent de demander un audit de la liste électorale et demander une extension de la période, enrôler le maximum de personnes. Je leur donne donc ce bénéfice du doute en disant que les prévisions faites sont basées sur des statistiques qui peuvent être fiables. Parce que un parti comme le PPACI qui s'assoit et qui parle du nombre de personnes qui doivent être enrôlées et qui sont en âge donc de se faire enrôler et qui sont et qu'on appelle ça, qui ont le droit de par leur nationalité ivoirienne à figurer donc sur la liste électorale, je pense que ce n'est pas un parti qui est dans la plaisanterie. Si le PDCI, RDA ou si le PDCI n'est pas dans la plaisanterie, ce sont des partis quand même assez représentatifs en Côte d'Ivoire. Donc, quelles sont les prévisions? Quelle est la date de cette prévision qui fait qu'on prévoit 4 millions et qu'au finish, on se retrouve avec environ 800 000, on tend vers peut-être 2 millions. Deuxième question que je me pose, est-ce que réellement, et de façon réaliste, et de façon vraiment sérieuse, quand on ouvre une période de révision de la liste électorale et donc d'inscription de nouvelles personnes sur 3 semaines et qu'on prévoit inscrire environ 4 millions de personnes, est-ce qu'on est réaliste? La question ici, je me la pose parce que Jacques Roger, on peut se rappeler, au moment de la rébellion, la question qui était posée, c'était celle de la citoyenneté des personnes qui seraient nées en Côte d'Ivoire entre 1960 et 1972, qui n'avaient pas réclamé leurs droits, leur citoyenneté ivoirienne, alors qu'on était sous le régime du droit du sol. Vous vous souvenez du décret de 2004, signé par le président Laurent Gbagbo en son temps, au sorti donc des accords de Lina Marcoussis et de Cléber. Il y a eu 2004, et il y a eu 2005, et il y a eu même ce qu'on appelait les audiences foraines, Jacques Roger. Souvenez-vous, là où le RDR en son temps, qu'on appelle ça le MPCI, et tous les agrégats autour qui formaient donc ce qu'on a appelé la rébellion, et puis en plus après les forces nouvelles, parlaient d'environ 1 million de plus de 1 million de personnes qu'il fallait régulariser. Quand ces décrets-là ont été signés, Jacques Roger, jusqu'à la fin, on n'a même pas pu atteindre la moitié des 1 million et quelques 1 million 600 000 qui avaient été annoncés. Ça n'a pas été atteint. Donc, je m'appuie sur ça aussi pour dire d'où est-ce qu'on trouve cet engouement-là, ou bien cet optimisme qu'en 3 semaines, on peut effectivement enrôler, sachant bien qu'il y a toutes les difficultés qu'il y a en Côte d'Ivoire, 1, peut-être à se déplacer, 2, à obtenir des pièces administratives, et on dit qu'on va le faire. Est-ce qu'on n'est pas en train de vendre donc des illusions aux Ivoiriens? Voilà une question que moi aussi, je me pose. Deuxième, peut-être troisième chose, c'est les difficultés dont a parlé la sœur Sarah. C'est récurrent. En 2000, nous sommes en 2024, on va vers 2025, on en parle. En 2020, cette question s'est posée. En 2015, elle s'est posée. Avant 2015, bien entendu, non pas 2015, oui, 2015, elle s'est posée. En 2010, même au moment où on a eu le plus grand engouement et on a eu aussi, comment on appelle ça, la participation vraiment massive des Ivoiriens, non seulement à se faire enrôler, mais aussi
à participer même au jeu électoral, comparativement à ce qui s'est passé aussi en 2000 avec la question du référendum qui a été massivement voté. Mais à toutes ces périodes-là, la question de l'exclusion sur la liste électorale a toujours posé problème. Donc en réalité, Jacques Roger, je me rends compte qu'on n'a pas bougé l'aiguille, puisque quand le ministère de l'Intérieur lui-même organisait les élections, il y avait toujours des problèmes. Il y avait toujours ce manque de confiance. On crée une commission nationale électorale, on crée une commission électorale indépendante, il y a toujours ce manque de confiance. Et on s'en va d'année en année, chaque année, chaque 5 ans. C'est la raison pour laquelle j'aime bien le caillou que lance dans la mare M. Dougan Kouassi, quand il dit qu'il se demande pourquoi les partis politiques de l'opposition surtout veulent aller à des élections avec cette commission électorale pareille. C'est une très bonne question que nous devons nous poser. Quels sont les éléments qui motivent ça? Il y a certainement de bonnes raisons. Mais la commission électorale, regardons dans son ensemble, pas maintenant même sous le régime actuel de M. Alassane Dramane Ouattara, mais depuis sa création jusqu'à maintenant, la commission électorale a toujours été un point d'achoppement. Soit dans son fonctionnement, soit dans sa composition, soit même dans la manière d'organiser les élections. Ça ne semble pas être un problème particulier à la Côte d'Ivoire, parce que même à côté du Nigeria, les élections de février 2023 avaient été perçues comme les élections qui non seulement allaient bénéficier, peut-être j'allais dire, de soutien de tout ce qu'on peut appeler comme technologie, les rendre fiables, fluides, transparentes, pour que ça devienne la patente ou alors l'exemple que devrait suivre l'ensemble des pays de l'Afrique, puisque le Nigeria a le plus grand nombre d'électeurs de par sa population. Mais on a même vu, avec tout ce que le Nigeria a pompé comme ressources financières dans cette élection et donc dans ces éléments, dans cette technologie, on a vu le fiasco. À un moment donné, tout est devenu noir et puis les résultats sont allés à la va-vite. Vous comprenez? Donc, les commissions électorales, en Afrique en général, ne nous ont pas encore apporté la fiabilité que nous recherchions depuis 1990 et le retour au multipartisme. Donc, il y a une autopsie qu'il faut faire là. Moi, je pense que c'est ce que j'offre à la classe politique ivoirienne comme réflexion majeure que d'aller de patch en patch, c'est-à-dire penser les plaies ici, penser les plaies ici, penser les plaies ici. Pour terminer, je vous dirais, mais est-ce que à l'avenir, un futur régime en Côte d'Ivoire, est-ce que la bataille ne devrait pas être de supprimer complètement la commission électorale, sauvegarder ces budgets qu'on met dans quelque chose, et puis ramener l'élection ou alors l'organisation des élections au ministère de l'Intérieur, et puis mener la bataille là-bas pour que ce ministère de l'Intérieur-là soit, qu'on appelle ça, un organe transparent. Puisque les Ivoiriens n'ont pas besoin d'aller dans un hôpital indépendant pour se soigner. Ils vont dans des hôpitaux, ils sont des hôpitaux publics. Puisque pour établir une pièce d'identité, on va à la mairie, qui devrait être une entité indépendante aussi, je veux dire, qui sert tout le monde. Donc, Jacques, voilà un peu mon analyse qui sont un peu du cadre de ce qu'on peut-être on veut entendre, mais ce que j'offre qu'on devrait pouvoir faire dans le contexte actuel, que ce soit pertinent ou non pertinent, il faut faire une autopsie. Et puis prendre de façon générale, docteur Eric Eddy, qu'est-ce que cela vous inspire, le fait, disons, le manque d'engouement, d'abord, des Ivoiriens, et ensuite les leaders des partis politiques qui attendent à la dernière minute pour galvaniser les électeurs, les potentiels électeurs. Pendant cette campagne, je n'ai pas tellement senti la présence du PPACI sur le terrain, le FPI, ils étaient pratiquement absents. Le PDCI, quelquefois, on a vu donc le président et les militants sur le terrain, mais de façon générale, qu'est-ce que tout cela vous inspire? Je ne suis pas d'accord avec l'approche. Vous avez vu que le CACI n'a pas forcément participé à ces appels-là d'une façon ou d'une autre. Quand je dis que je ne suis pas d'accord, ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord du fait que les gens s'inscrivent sur les listes. Mais je veux dire que je suis d'accord quand vous dites qu'on constate que c'est à l'approche des élections que la question de l'enrôlement sur les listes électorales là devient une question beaucoup plus d'actualité et qu'on demande aux gens, on voit même des leaders politiques pas et là dire j'offre 25 timbres ou bien 2000 timbres à des jeunes familles qui étaient en vote. On a lié implicitement la question de l'obtention d'une pièce d'identité à des questions électorales.
On a lié donc la citoyenneté simplement à des questions électorales. Or, nous savons que obtenir, avoir sur soi une pièce administrative fait partie aussi du recensement de la population. On a l'impression que quand on recense chez nous, on recense à caractère électoral. Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. C'est vrai que les partis politiques cherchent des voix parce que quand on veut aller à des élections, il faut savoir compter 1 plus 1 égale à 2. Et pour compter 1 plus 1 égale à 2, il faut savoir qui est inscrit, qui n'est pas inscrit. Je suis d'accord. Mais quand on attend, et c'est la raison pour laquelle je pense que l'homme le plus lucide en ce sens-là, peut-être, ou bien l'une des personnalités les plus lucides, c'est Mamadou Koulibaly, qui l'a toujours clamé et qui l'a toujours dit dans ses postes. Pourquoi est-ce qu'on attend cette période-là pour demander aux gens d'aller établir des pièces d'identité? Il y a donc tout un tas de choses qu'il faut revoir. Deuxièmement, pourquoi il n'y a pas d'engouement? Les raisons sont multiples. Et tout ce que tout le monde dit ici ce soir-là, on court à ça. Les raisons sont multiples. Ou bien il y en a, moi j'ai ma petite avec qui j'ai échangé, qui me dit, de toute façon même, on va aller se faire enrouler les élections. Je n'ai pas dit que cette petite qui est ingénieure. Demain on va aller aux élections, on va dire que celui qui a gagné n'a pas gagné, celui qui n'a pas gagné, celui qui a gagné. Donc pourquoi on dit ça? Est-ce que ce n'est pas factuel? Si c'est factuel, il faut développer un langage pour contrer ça, pour encourager les gens à se faire enrouler, quel que soit ce qui va se passer pour pouvoir mener d'autres batailles. Mais il faut prendre ça en compte. Il y a aussi d'autres raisons. Les difficultés dans les villages. Quand vous avez un pays où le taux de pauvreté, quel que soit ce que ce gouvernement-là peut raconter et dire, où le taux de pauvreté est élevé, le choix rationnel que peut faire un paysan entre manger et puis s'inscrire sur une liste électorale, ou bien manger et aller se faire établir une pièce d'identité, le cas le plus urgent, c'est de manger. Voilà. Le cas le plus urgent, c'est de manger. Nos paysans, ce n'est pas une injure, qui vivent dans les campagnes, sont des individus, sont des personnes vraiment très rationnelles. Où se trouve mon intérêt? Pourquoi je devrais faire ça? Qu'est-ce que ça me rapporte dans l'immédiat? Vous voyez? Et c'est la même chose à causer, comme j'ai dit un peu plus tôt. Le fait même aussi qu'on attend à des moments et qu'un parti politique dise, ou bien des leaders politiques, des cadres disent, nous dégageons peut-être 1 million de francs CFA pour que les gens puissent avoir des timbres pour aller se faire établir des pièces d'identité pour se faire enrôler. Il y a problème. Ensuite, chez nous en Côte d'Ivoire, et peut-être parce que je termine là-dessus, les questions, les pièces administratives. Nous sommes au 21e siècle. Depuis que la Côte d'Ivoire est indépendante jusqu'aujourd'hui, notre fichier, notre database, comme on en parle, jusqu'aujourd'hui, je continue de ne pas comprendre. Peut-être que c'est le fait que nous soyons aussi, qu'on ait connu d'autres pays, on ne comprend pas pourquoi dans notre pays, un certificat de naissance ou bien une espèce de naissance a toujours une date d'expiration. 3 mois après, il faut aller renouveler. 3 mois après, c'est vrai que pour la commission électorale ici, pour s'enrôler, on dit, bon, ben, délai de validité, je ne sais pas si c'est valable ou pas valable, je ne me rappelle plus trop bien, mais je veux dire que toutes ces choses-là concourent à ralentir les procédures administratives et puis ça réjaillit évidemment sur tout ce qu'on peut faire. Vous m'avez demandé tout à l'heure, j'étais au pays, oui, j'étais au pays. J'ai tenté de rétablir un certain nombre de pièces administratives. J'ai fait le temps que ça m'a pris. Est-ce que j'ai fini? Est-ce que je n'ai pas fini? En 3 tours, je n'ai pas fini de les faire. Vous comprenez, Diacroné? Donc, il y a tout un tas de choses, il y a plusieurs raisons qui concourent à tout ça, qui fait que ce manque d'engouement dont vous parlez là existe effectivement. Mais il faut continuer de pousser plus cette solution. C'est ça. Merci beaucoup. Monsieur Laurent Dieye, est-ce que les leaders ou bien les partis politiques ne sont pas du tout responsables des échecs? Et est-ce que, à votre avis, l'élection ne se gagne pas d'abord en amont avec l'inscription d'abord sur le fichier électoral, sur le CEI, qu'en aval, où les gens vont aux élections et s'attendent certainement à avoir un miracle? Quel est réellement, de façon générale, votre point de vue par rapport à ça? Et si vous voulez certainement donner votre point de vue par rapport au bilan du recensement, allez-y, M. Dieye. Merci, commandant. D'abord, je salue Dr. Rikedi, ça fait un moment. J'espère que ça se porte bien. Donc, commandant, on ne peut pas accuser les partis politiques parce qu'on a confié cette histoire d'élection à la CEI, pensant qu'elle devait être indépendante comme le nom l'indique.
Mais malheureusement, comme le RDR est composé de gens égoïstes qui veulent s'accaparer du pouvoir de manière indéfinie, donc ils nous ont donné quelqu'un qui est un militant et tous les actes qu'il pose démontrent qu'il est un militant. Donc les partis politiques font ce qu'ils peuvent faire. Donc, comme le docteur Eric vient de l'indiquer, la pauvreté dans nos régions et ce parti au pouvoir a tout fait pour garder les Ivoiriens dans la pauvreté, dans la misère. Mais Chagui, est-ce que cet argument de pauvreté a tout son sens? Je comprends parfaitement, mais est-ce que ça a tout son sens? La majeure partie des Ivoiriens ont un cell phone. Et le cell phone, pour l'avoir, je pense que minimum, c'est 100 000 francs pour avoir un téléphone. Pour aller s'inscrire sur un fichier électoral, je crois que c'est trop dépensé. Entre tout, peut-être c'est 5 à 10 000. Donc cet argument de pauvreté que je comprends, est-ce que ce n'est pas un peu exagéré de répéter ça à tout moment? Commandant, vous voyez, nos parents dans les villages, dans les hameaux, se battent pour trouver le pain quotidien. Donc, aller faire des pièces d'identité, c'est leur demander du trop. Parce qu'ils n'ont pas l'argent même pour manger normalement. Donc, pour eux faire les cartes d'identité, ils sont chez eux. Donc, ils disent, bon, on n'a pas besoin de cette carte d'identité ou bien on n'a pas besoin de ces documents. On est chez nous. Vous comprenez? Ils préfèrent plutôt chercher à manger. Ça, c'est un. D'un côté, ouais, ceux qui ont le cell phone, même les étudiants qui passent leur concours et tout ça, ils ont les pièces, mais ils ne font pas confiance à cette CEI, ils ne font pas confiance à ce système électoral, au point où ils se disent, mais même si on va s'enrôler, même si on vote, notre vote ne peut pas compter parce que celui qui est à la tête de la CEI a ses propres chiffres. Qu'on vote ou qu'on ne vote pas, nos votes ne comptent pas. Voilà le problème, c'est une question de confiance. On ne fait plus confiance à la CEI. Les étudiants ne font plus confiance, les jeunes ne font pas confiance à la CEI. Donc pour eux, ça ne sert à rien de perdre son temps. Quand tu sais que ton vote va compter, tu te bats pour aller. C'est un peu ça, commandant. Alors, je reviens vers vous tout à l'heure, Monsieur Chaud, je vais certainement avoir votre point de vue par rapport un peu à ça. Cet argument de pauvreté, je sais que ça a son sens, mais le fait de répéter ça à tout moment, est-ce que les gens n'exagèrent pas un peu? Est-ce que ce n'est pas un peu une fuite en avant pour expliquer donc des échecs, pour mobiliser donc la population à se faire enrôler? Alors, bonsoir tout le monde. C'est un sujet passionnant. Et d'emblée, pour répondre à la question de commandant Jacques, ce n'est pas un point qu'il faut négliger. Parce que lorsque vous êtes habitué, vous le savez, j'ai souvent communiqué avec vous. Quand je suis en Côte d'Ivoire, de plus en plus, je suis présent dans une zone rurale pour des affaires familiales. Et la question de la pauvreté, c'est une réalité. 500 francs pour aller à la sous-préfecture, 1000 francs l'aller-retour, ça représente beaucoup de choses dans le quotidien donc de ces populations-là. Et la gratuité n'exclut pas le déplacement. Et les gens sont englués dans un processus. Parce que même quand c'est gratuit, il faut quand même donner quelque chose. Et les gens n'ont pas les moyens. Et encore plus, ils ne ressentent pas l'intérêt de s'engager dans un processus après avoir été déçus pendant longtemps par les différentes élections qui se sont passées. Et donc, il y a une motivation à stimuler et effectivement, les partis politiques ont intérêt à aller vers les électeurs. Maintenant, il y a deux sujets sur lesquels vous vous êtes penchés. D'abord, les prévisions. Les prévisions de 12 millions, ça tient compte de la population ivoirienne. 30 à 32 millions aujourd'hui, le taux d'étrangers, ça ramène la Côte d'Ivoire à peu près 24-25 millions de nationaux.
Justement, par rapport à ce taux d'étrangers, est-ce que il n'y a pas une manipulation, puisque beaucoup de personnes pensent que ce taux avoisine les 40-50%, et le fait de nous ramener à 25% pour ne pas alarmer la population, est-ce que cela ne peut pas expliquer un peu ce manque d'engouement? Parce qu'il y a une bonne partie de la population, non, effectivement. Ce n'est pas ce qui se passe, parce qu'en réalité, lorsqu'on considère le nombre d'Ivoiriens disposant d'une pièce d'identité, d'une carte nationale d'identité, on n'a pas 8 millions d'habitants avant le processus. Et la Côte d'Ivoire a connu 8 ans de troubles qui se sont traduits par des déplacements de population dans certaines zones qui étaient occupées par les rebelles. Par exemple, l'état civil n'a pas fonctionné. Et les gens sont partis très loin, ils reviennent. S'ils n'ont pas l'obligation, par exemple, d'aller préparer un concours, vous voyez, ce n'est pas 5 000 ou 10 000 qu'ils vont mettre dans l'établissement d'une pièce alors qu'ils n'en sentent pas l'utilité. Et avant ce processus-là, moi j'ai été confronté à cette situation parce que je veux signer des contrats avec des gens, même de la famille, leur fournir l'espace pour produire et puis partager, mais ils n'ont pas de pièces. Et ça, ce n'est pas nouveau. Donc cette prévision-là, ça tient compte de la population, l'estimation qu'on fait des Ivoiriens. Et donc c'est quelque chose qui est réel, mais il y a beaucoup de pauvres, parce que quand on a 37% de pauvres aujourd'hui, comme on le dit, bon, il y a beaucoup qui ne peuvent pas se permettre, parce qu'ils ne sentent pas l'utilité. Ils ne sentent pas l'utilité. Maintenant, le principal problème à mes yeux qui se pose aujourd'hui avec l'enrôlement, c'est le mode opératoire de la CEI. L'opération qui vient de clore, il y avait 12 000 bureaux de vote. Le premier week-end, il y a 400 bureaux de vote qui n'ont pas été visités. Et hier, on a annoncé qu'il y avait pratiquement 5 000 qui, pendant plusieurs jours, n'ont pas vu d'électeurs. Le fait est que la CEI a besoin de cumuler 2 modes opératoires, des bureaux de vote fixes, et au lieu d'avoir des gens qui sont dans des bureaux, prévoir donc des équipes qui vont se déplacer et dans les villes, par exemple, fréquenter assidûment les marchés, ou bien les endroits où on est sûr de trouver des gens qui sont en mouvement, en déplacement, donc on peut faire savoir qu'on sera présent à cet endroit-là et les gens peuvent s'inscrire. Et surtout dans les villages, dans les zones rurales, ça ne sert à rien d'avoir des bureaux fixes. Parce que la réalité est que ce sont les jours de marché et les jours de culte que les gens sont au village même. Le reste du temps, ils sont au champ. Donc, pourquoi avoir des bureaux qui sont dans les sous-préfectures ou bien qui sont dans les villages alors que les gens ne sont pas présents? Alors, on peut organiser autrement. Oui. Avoir des équipes mobiles à moto qui ont des dates fixes pour aller dans les zones où on sait que c'est un gros village et à partir de, c'est pas à 8 heures qu'on va les recenser. C'est en fin de journée quand ils reviennent du champ. Donc, il faut réaménager le mode opératoire. Oui. Voilà, je profite de saluer donc le retour de Cissé Sarah avant de permettre à Cissé Sarah de continuer l'émission. Monsieur Kwasi Dougan, avec tout ce qu'on avance en ce moment, il faut aller chercher les électeurs. On sait que le vote n'est pas obligatoire. L'État ne doit pas passer tout son temps à aller chercher donc les électeurs. Vous comprenez? Est-ce qu'avec tout ce que nous sommes en train de voir, il ne serait pas intéressant donc de revoir notre système électoral? Pourquoi pas aller vers le grand collège, comme on le voit au niveau donc, des États-Unis d'Amérique, et comme ça peut peut-être limiter un peu toute cette, permettez-moi l'expression, ce folklore autour donc d'aller chercher donc des électeurs, des gens pour se faire enrôler. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis si c'est ça, vous avez le gros micro. Hein. Merci, Jacques. Bien, merci, Madame Jacques. Merci à tous les panélistes. Ce que je dis, quand Houphouët-Boigny organisait seul, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur organisait seul les élections, il était le seul candidat, le processus électoral
était bien fait. On ne peut pas reprocher. En 1990, lorsqu'il y a eu le premier vote où il y a eu 2 candidats, il y a eu la commission, comment ça s'appelle, le ministère de l'Intérieur qui a organisé. Le processus électoral était bien. Il y a eu, comment ça s'appelle, on a attribué les candidats nationales aux personnes étrangères, ça c'est un autre volet. Mais il y a un recensement général qui se fait. Il y a un, comment ça s'appelle, découpage électoral qui se fait. Les gens ont leur carte d'identité et on s'en va voter. Je rappelle que en 2000, le processus électoral pendant la transition de M. Guy-Robert, mais elle s'est bien déroulée. Les élections se sont bien déroulées en 2000. C'est à la publication des résultats, c'est à la fin. Les gens ont fini de voter. C'est dans les comptages qu'il y a eu problème avec le président Gueye. Sinon, le processus électoral était bien mené, du début jusqu'à la fin, jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. En 2010, avec le Premier ministre Soro Guillaume, le processus s'est bien passé avec la commission électorale indépendante dirigée par M. Bakayoko. Le processus s'est bien déroulé. Les gens avaient le carte d'identité, il y avait le découpage, tout s'est bien passé. Si pendant le vote, il y a des, il y a des tricheries, ça, il appartient à la commission, à la Cour constitutionnelle de débat de ce problème. Mais les élections sont parties, le processus électoral a été respecté, c'est bien mené jusqu'à la fin. C'est maintenant dans la publication des résultats qu'il y a eu problème. Moi, j'ai dit que cette commission électorale n'inspire pas confiance. Vous évoquez, le problème de pauvreté. Et effectivement, les gouvernants peuvent appauvrir les populations pour pouvoir les soumettre. Ça, c'est une forme de gouvernance aussi. Quand le peuple est pauvre, le peuple se soumet parce qu'on leur jette quelques pièces, quelques jetons, et puis ils courent là-dessus. On appauvrit délibérément les populations pour pouvoir les soumettre. Ça, c'est un mode de gouvernance aussi. Dans le cas actuel, en écoutant tout le monde, on est rassuré d'une chose, c'est que les Ivoiriens ne font pas confiance à cette commission électorale. 1. De 2, il y a trop de tracasseries dans les zones où la population est beaucoup plus proche de l'opposition. On a vu beaucoup de vidéos qui circulent. Les gens vont attendre. Avec leurs petits moyens, ils se font les papiers. On leur donne des récépissés. Ils ne sont jamais recensés. Bon, on les recense, on dit on va vous envoyer les récépissés. Il y a tellement trop de tracasseries. Les Ivoiriens ont d'autres problèmes majeurs à résoudre. Le problème de la rentrée scolaire, aujourd'hui nous sommes en novembre, mais il y a des enfants qui ne sont même pas encore allés à l'école, puisque leurs parents n'ont même pas l'argent pour payer la scolarité. La simple scolarité, leurs parents n'ont pas l'argent. Et lui va aller perdre son temps, aller faire un rang, où ce n'est même pas sûr qu'il va recevoir, son récépissé. C'est toute cette tracasserie qui entoure ce système, cette commission électorale, que moi je demande à l'opposition, il faut mettre en place une nouvelle commission électorale digne de confiance qui va faire un travail, qui va reprendre tout le processus électoral, redonner confiance aux Ivoiriens, et puis on va aller à des élections justes et transparentes. Si la commission électorale indépendante actuellement n'est pas capable de redonner la confiance aux Ivoiriens, n'est pas capable d'avoir un processus électoral, de présenter aux Ivoiriens un processus électoral fiable, mais il va sans dire que
l'élection est bâclée d'avance. Et ça arrange le gouvernement qui est en place. Parce que le gouvernement qui est en place, qui est là, va dire, oui, on vous a donné l'occasion d'aller vous inscrire, vous n'êtes pas parti. Parce que ce gouvernement a déjà son fichier prêt pour gagner les élections. Je vous remercie. Merci, M. Dunga. Je voudrais m'excuser pour ma disparition, indépendante de ma volonté. Voilà, ma porte s'est fermée sur moi, donc voilà, vous comprenez que il a fallu beaucoup de gymnastique pour que je puisse m'ouvrir moi-même. Donc voilà, je suis là. Alors, je voudrais saluer tous les panélistes qui sont là, tous mes frères que je n'ai pas vus depuis longtemps. Docteur Eddy, bonsoir à M. Adjei, bonsoir à M. Ncho. Voilà. Alors, on continue le débat. Je n'ai pas suivi une bonne partie à cause de mon absence, mais je pense qu'on avance dans le débat. J'ai entendu M. Ncho parler de toutes les difficultés qui tournent autour de cette révision de la liste électorale. Je voudrais quand même qu'on aborde la deuxième partie de cette émission qui parle de la réinscription du président Laurent Gbagbo sur la liste. Est-ce que vous pensez que le fait que ce processus soit achevé aujourd'hui, est-ce que vous pensez que M. Laurent Gbagbo pourra encore avoir l'opportunité d'être inscrit sur la liste électorale, bien qu'on ait vu beaucoup de gens dire qu'il est inscrit, les gens ont jubilé, mais on n'a pas encore eu de déclaration officielle. Est-ce que cela pourra toujours se faire? Voilà. Alors, je voudrais dire bonsoir à Dr Eric Eddy. Je ne sais pas s'il veut nous dire un mot sur la question. Alors, oui, je ne sais pas. Bonsoir, M. Sarah. Très grand plaisir de vous trouver aussi. Je ne sais pas quel mot je puis dire. Je dirais que j'attends de façon officielle la déclaration de cette inscription. Mais nonobstant cette attente-là, je pense que l'inscription du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale devrait être, je ne veux pas dire un combat que mène tout le monde, mais je pense que tous les partis de l'opposition devraient inscrire ça. De la même manière qu'on inscrit, par exemple, la question de l'inscription des électeurs, des Ivoiriens qui ont le droit de figurer sur cette liste-là, tout le monde devrait en parler pour donner non seulement de la vitalité, mais pour montrer, parce que ce n'est pas une question de soutien à un parti politique, mais c'est une question de droit, si c'est le cas. Vous comprenez? C'est délibéré qu'on puisse éliminer quelqu'un. Donc je pense que quand ces partis de l'opposition là aujourd'hui parlent, lui-même le président Laurent Gbagbo parle de l'appel qu'il lance ici à un certain rassemblement, quand on entend ce qui s'est passé à Beaunois par exemple, à l'appel du MGC de Simone Gbagbo, pour la question aussi de la commission électorale, je pense que ces questions-là des personnes qui normalement devaient figurer sur la liste et qui ne le sont pas, devraient faire l'objet aussi. Tout comme hier, on parlait de la libération de certaines personnalités qui étaient injustement incarcérées, il faut voir ça de cette façon. C'est ce que je pourrais offrir dans ce débat. On n'a pas trop vu ça, mais voilà mon approche. Mais nonobstant, je crois qu'il faut attendre. Moi, j'attendrai une déclaration officielle du PPACI lui-même attestant de ce que le président Laurent Gbagbo a bel et bien été réinscrit sur la liste des électeurs des électeurs en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'on est en train de tomber dans cette histoire du troisième larron qui a toujours été le système des hommes politiques de Côte d'Ivoire où on attend que deux soient préoccupés à se battre pour qu'un troisième vienne carrément voler le prix et s'enfuir avec? Si M. Laurent Gbagbo n'est plus sur la liste, est-ce que cela n'arrange pas le PDCI RDA? Et puis bon, nous savons déjà la position de M. Assimi N'Guessan qui vient de sortir d'un congrès où il a été réélu à 99% et donc il est candidat. Est-ce que tous ces opposants qui sont candidats à la présidentielle, est-ce que cela ne les arrangerait pas si M. Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste? Parlant du fait qu'ils ne font pas, parlant du fait qu'ils ne font pas un bloc pour revendiquer sa présence. Ça les arrange, mais ce n'est pas la raison pour laquelle ils ne sont pas blocs. Moi, je dirais, en leur donnant encore une fois le directif du but, peut-être qu'ils n'ont pas vu ça sous l'angle dans lequel je suis en train de voir ça. Mais évidemment, ça arrangerait. Si nous sommes 5 à nous partager un gâteau et qu'il y a un qui dit qu'il est rassasié, il reste 4. Donc pour les 4 là, le gâteau, la cote-part serait encore plus consistante.
Ça, il va de soi. Un cas mieux qu'un cinquième. Voilà, exactement. Donc, il va de soi que, nécessairement, ça va arranger. Même quand on va dans le jeu des alliances, à un moment donné, on s'entend pour dire que eux sera la tête de liste et moi, je serai le second. Ça veut dire qu'on perd quelque chose au profit de quelqu'un. Donc, je crois que ça arrange. Mais dans un contexte où nous sommes en train de parler de l'enracinement de la chose de la démocratie, de l'enracinement de la question de, qu'on appelle ça, de la commission électorale, etc., etc., le fait n'enlèverait rien à ces partis-là, même au contraire, ça montrerait une certaine grandeur. Vous voyez, même si c'est fait de façon hypocrite, ça mettrait une pression quelque part. Mais si c'est ça, vous me permettez rapidement d'apostropher un petit peu de ce Kwasi Degla. Quand tout à l'heure dans son développement, il a dit que les élections se sont bien déroulées en 2000, et il est même allé en arrière au moment où le ministère de l'Intérieur organisait les élections. Je vais enlever cette portion. Mais regardez les élections de 2000 jusqu'à maintenant. Allez voter. Le processus électoral, c'est depuis le début. Tout ce qui se passe avant le jour de l'élection, ce qui se passe le jour de l'élection et ce qui se passe après les élections et le calme qu'il faut avoir. Je ne serais pas d'accord de dire que les élections de 2000 se sont bien passées parce que ça terminait par des morts. La commission électorale, même si elle a bien fonctionné, à un moment donné, elle a été perturbée par le régime de Gueye lui-même, qu'il a dissous pour pouvoir mettre le colonel, je crois, à ce moment, la Boati Grena, comme ministre de l'Intérieur pour continuer la proclamation des résultats. Ça a entraîné une descente dans les rues et on a vu les morts que ça a entraîné. Je parle de 2000. Donc, il y a eu des violences électorales. En 2010, il y a eu des violences électorales. On ne peut pas dire que les élections de 2010 là, se sont bien déroulées. Parce qu'on se rappelle, Bédré Mangvé, le Premier ministre, qui était le président de la commission électorale, avait pris sur lui-même d'introduire, je crois, près de 400 000, de 200 000, permettez-moi de ne pas bien me rappeler du chiffre, mais ça avait levé des boucliers. Pourquoi? Parce que de façon délibérée et unilatérale, il a fait inscrire des personnes sur la liste électorale qui étaient jugées litigieuses. Et on est allé aux élections avec une liste pareille. On est allé aux élections avec un monsieur Bakayoko qui s'est donné le droit de proclamer des résultats. Et on a vu la commission électorale, même les membres de cette commission électorale se battre. Aujourd'hui, on poursuit, comment il s'appelle, Fikas Damanda, relativement à toutes ces choses. Il faisait partie de la commission électorale. La parade, les bagarres qu'il a eu avec Bamba Yakuba, qui était vice-président de la commission électorale, tout faisait partie de la commission électorale. Donc il y a un problème là-bas. On ne veut pas dire que ces élections-là se sont bien déroulées. Voilà ce que je voulais dire. Je ne suis pas d'accord sur ce point, mais je vois un peu l'angle sur lequel il est en train d'apporter ça, mais je ne suis pas d'accord. Oui, si c'est ça, je vais faire apporter une précision à ce que le frère vient de dire. Et je suis entièrement d'accord sur ce que le frère Eric vient de dire, docteur Eric vient de dire. Mais j'ai fait bien la précision. Le processus électoral de son début jusqu'à la fin, moi, je me suis arrêté aux élections. Autant pour moi donc. Ouais, autant pour moi. Le processus a bien commencé. C'est jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. C'est à la proclamation des résultats que maintenant il y a des problèmes. Et j'ai apporté cette précision. Mais le cas actuel de Krieber, le cas actuel de cette commission électorale, le processus électoral même, depuis son début même est faux. Et c'est ce que j'ai dit. Si c'est déjà faux même, le début du processus électoral est faux, ce n'est pas une élection juste et transparente que nous allons attendre. Voici pourquoi je me pose la question, pourquoi l'opposition veut aller, pour ces gens, veut aller comment ça s'appelle, s'ingérer dans aller s'enrôler dans un processus électoral qui est déjà faux depuis le début. Moi, voici mon problème. Merci. D'accord. Alors, M. Adjaï, par rapport à la question que je viens de poser sur M. Laurent Gbagbo, est-ce qu'on pourra espérer qu'il va se retrouver sur cette liste? Est-ce qu'on ne lui dira pas maintenant que, écoutez, on avait une période ouverte pour faire la révision de la liste, on a inscrit ce qu'on devait inscrire, le processus est terminé, le délai est passé,
M. Laurent Gbagbo est frappé par le fait que le délai est passé et donc on ne pourra plus l'inscrire sur la liste, par exemple. Si ça sera, je vais un peu m'appuyer sur ce que Dr. Eric a dit. Ce combat de l'instruction du président Gbagbo sur la liste électorale devait être le combat de tout le monde. Pourquoi? Vous savez, le RDL, le RHDP est dans une vision de rester éternellement au pouvoir. Et donc, il continue dans l'injustice. Cette injustice-là, elle est tellement criarde. Regardez d'abord même le procès qu'ils ont fait à leurs amis. 2 hommes se battent, on juge un, et puis depuis la bouche fermée. Et pourtant, on nous disait qu'on cherche la vérité. Le monsieur est acquitté, il arrive, on lui dit non, on t'a condamné à 20 ans. Mais par rapport à quoi? Vous m'envoyez quelque part pour me juger dans un autre continent, et dans un autre continent, vous me jugez et vous me condamnez. Sur quelle base? Et vous ne me signifiez même pas le papier même qui me retire tous mes droits civiques. Vous ne me signifiez pas ce document. Et puis vous dites que vous m'avez condamné, vous maintenez ce procès-là. On ne peut pas accepter ça. Donc, tout le monde devait s'impliquer dans ce combat-là pour dire trop c'est trop. RHDP, vous ne pouvez pas continuer à faire ça, cette injustice-là. Si vous voulez brûler le pays, en tout cas, nous, on ne va pas brûler notre pays, hein, mais on ne va pas vous donner ce luxe-là d'exclure certaines personnes sur la liste électorale, sur une fausse base. Sinon, quand le président Gbagbo arrive, si vous savez qu'il a commis un des crimes, qu'il a disparu, vous ne saviez pas où il était, dès qu'il arrive, ramenez-le en justice, comme ça votre procès par défaut là, votre jugement par défaut, vous lui dites bon, on t'avait condamné parce qu'on ne savait pas où tu étais, tu es venu, défends-toi. On lui donnait le droit de se défendre. Parce que dans un tel cas de braquage, la dernière fois je disais quoi sur cette radio, moi je m'avais braqué. Et puis, comme c'est des valises d'argent, je distribue à mes frères et à mes soeurs. À Cissé Sarah, à Rikedi, à Kwasi Douga, je distribue à mes frères. Et puis, on met la main sur moi, on dit, mais tu as distribué l'argent à qui? Il dit à mes frères. Mais vous tous là, on vous prend comme des receleurs. Donc, Gbagbo va se défendre pour dire, bon, l'argent que vous dites, j'ai braqué là. Moi, je n'ai pas braqué, j'ai payé les fonctionnaires ivoiriens. Vous-même, vous avez été payé. Donc, si vous me condamnez 20 ans, vous les braqueurs, vous les receleurs là, on vous donne combien? Comme ça, nous tous, on quitte sur la liste électorale, et puis bon, on laisse les Ivoiriens faire. Mais vous ne pouvez pas faire cette injustice-là. Donc, tout le monde devait s'approprier ce combat-là pour dire, si vous ne mettez pas le nom de Gbagbo sur la liste électorale, en tout cas, on va tout gâter. Cette fois-ci-là, on ne peut pas accepter ça. Donc, voilà un peu notre posture. Oui, bon, nous savons qu'on ne peut plus refaire l'histoire. Hein. M. Gbagbo a été jugé pendant qu'il était hors de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce n'est vraiment pas ça le problème. On ne peut plus parler sur la base du droit, puisque le droit en tant que tel, le processus n'a pas été suivi. M. Laurent Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire. Normalement, on condamne les gens quand ils ne sont pas là, mais quand ils reviennent et qu'on sait où ils sont, on devrait maintenant l'arrêter pour qu'il fasse sa peine, normalement. Voilà. Mais il est revenu, il n'a été arrêté par personne. Donc, nous avons déjà dépassé cette étape-là dont vous venez de parler. Nous sommes maintenant à un niveau où il y a une impasse. Et cette impasse est d'autant plus grave qu'elle peut entraîner encore le pays. Elle peut encore entraîner le pays dans un autre chaos, un chaos qu'on ne veut pas voir. Voilà. Alors, le processus électoral, nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes. Est-ce que vous pensez que la commission, et je voudrais aller vers M. Ncho, est-ce que vous pensez que la commission électorale a été honnête avec les Ivoiriens? C'est-à-dire que, est-ce que ce qui vient de se passer là, ce n'est pas délibéré? On a donné seulement, même si on pouvait recevoir 4 500 personnes, 500 000, pardon, est-ce que vous pensez qu'en 1 mois et demi, ou disons en 1 mois, parce qu'on a commencé en octobre, le 19 octobre, et on a fermé, on a clôturé là, cette semaine qui vient de finir, donc pratiquement 1 mois, est-ce que c'était suffisant pour enregistrer 4 500 000 personnes, avec tous les différents problèmes que vous-même vous avez soulignés tout à l'heure, où dans nos zones rurales, il y a des gens qui vont au champ, qui ne savent même pas que l'enregistrement est ouvert, où il y a des personnes qui n'ont pas de carte d'identité, on n'a pas résolu leurs problèmes, des personnes qui n'ont pas de
d'attestation d'identité, qui n'ont pas de cartes de résidence, etc., etc. Est-ce que un mois, est-ce que c'est pas fait exprès, M. Ncho? Alors, vous savez, dans tout ce qui est élection, c'est un rapport de force en Afrique entre le pouvoir et l'opposition. Et il faut comprendre ce qui s'est passé depuis 2010. Pour tout ce qui est élection, tout ce qui est enrôlement, il y avait un parti qui avait boycotté systématiquement, c'était le FPI, devenu PPACI. Il y a un parti qui avait assisté, qui avait accompagné, c'était le PDCI. Mais cette année, tout le monde est mobilisé, tout le monde est décidé à aller à l'élection présidentielle. Donc, tout le monde veut aller sur la liste. Et donc, le RDR, dans la cagoule de RHDP, ne veut pas forcément voir le rapport de force qui est sur la liste électorale changer. Par exemple, le PPACI, parce qu'ils ont tellement boycotté, ils ont des électeurs qui ne sont pas sur la liste. Ils ont beaucoup moins. 2011, après les élections de 2010, jusqu'à une période récente, ils n'ont pratiquement pas participé. Et lorsque le pouvoir dit 3 semaines, il faut savoir qu'eux, ils sont organisés, ils ont des documents à faire signer, et parce qu'ils sont du pouvoir, il y a une priorité qui leur est accordée. On se rappelle qu'en 2020, le ministre de la Justice avait réquisitionné les magistrats pour signer les certificats de nationalité pour les gens du RDR, du pouvoir. Et donc, là, ils sont pris au piège parce que cette liste-là, ils ne veulent pas de l'audit. Ils ne veulent rien. Et tout ce qu'ils recherchent, c'est par exemple un boycott. Si le pouvoir, l'opposition dit qu'elle ne va pas, ils vont applaudir. Parce qu'ils ne veulent pas de confrontation. Ils vont toujours trouver quelqu'un qui va les accompagner. Et donc, quand vous dites que 3 semaines pour... non, ça c'est de la comédie. Mais le fait est qu'en 2025, il y aura un autre enrôlement. Parce que rappelez-vous, en 2010, la liste électorale, on est parti jusqu'en juillet. En 2015, on est parti jusqu'en juillet. Et en 2020, ils étaient les seuls. En juin, ils ont prorogé jusqu'en juillet. Et cette fois-ci, ils ne veulent pas continuer parce qu'ils sentent, ils voient l'engouement. Et on a arrêté le processus hier. Il y a des certificats de nationalité qui viennent de sortir. Donc, reprenons en mars ou avril, donnons le temps à ceux qui le veulent, les différents partis qui vont mobiliser les électeurs, collecter les documents, aller eux-mêmes faire le déplacement de façon à ce que le procureur ou bien le service judiciaire sache que c'est telle personne qui est venue déposer les documents et avoir donc une responsabilité si ça traîne trop pour signer les documents. Et on va tout reprocher à cette commission. Il y a 2 problèmes. C'est le vote. Lorsqu'on n'utilise pas les tablettes. Lorsqu'on peut dire que la tablette ne marche plus, et alors on fait voter les gens à partir de tout ce qu'il y a. Et donc, certaines personnes peuvent voter plusieurs fois. Et la deuxième chose, c'est le mode de transfert des résultats du bureau de vote vers les CEI locales, ensuite les CEI départementales et la commission centrale. Voici le principal problème. C'est là qu'il y a les tripatouillages. C'est là que des candidats peuvent payer les représentants de la CEI locale, par exemple, pour falsifier les chiffres. Alors qu'on l'a vu au Sénégal, on l'a vu au Ghana, après des problèmes, passer directement du bureau de vote à la CEI centrale, ça permet de résoudre le problème des coupeurs de route. Et aussi, avoir des tablettes partout. Lorsqu'on entend le président de la commission dire que il y a des gens dans le bureau de vote qui ne savent pas qu'il faut charger les tablettes. Bon, maintenant on le sait. Si tu as un représentant dans le bureau de vote, à partir de 11 heures, il faut rappeler que tu dois charger la tablette. Parce que ceux qui votent plusieurs fois, c'est une équipe
des gens qui se déplacent dans certaines zones précises, ils vont voter dans un bureau le matin, et le temps qu'on les convoie, donc à partir de 13 heures, bon, c'est là qu'ils vont venir, et il n'y a plus de tablettes, donc ils peuvent voter plusieurs fois. Mais je pense que pour 2025, ce sera très difficile, beaucoup plus difficile, parce que tout le monde sait maintenant comment ça marche. D'accord, oui, tout le monde sait comment ça marche, mais comme vous le dites, là, il y a encore l'avantage pour le RHDP sur ceux qui sont sur la liste, puisque ceux qui sont sur la liste sont à majorité ceux qui vont supporter. Alors, ma dernière question pour vous tous, messieurs. Je voudrais revenir sur ce point. Vous savez, en réalité, oui, rapidement, allez-y rapidement. Oui, rapidement. Il y a une dynamique souterraine. Parce qu'en 2010, par exemple, tous les pays de l'AES avaient formé un bloc pour soutenir M. Ouattara. Pour 2025, les renseignements généraux auraient intercepté des communications entre les services consulaires des pays de l'AES et leur population. Regardez le déguerpissement à Abidjan. Ce n'est pas anodin. Parce que les quartiers, très souvent, on va casser à moins d'un an. Certains quartiers ou bien des activités qui sont détenus par un électorat qui jadis était captif du RDR. Donc ça montre que eux-mêmes ils le savent. Il y a des informations qui circulent en leur sein, ou bien au sein de ces populations-là, pour dire qu'ils ne sont plus aussi captifs aujourd'hui qu'ils ne l'ont été hier. Donc eux-mêmes, bon, il y a une inconnue pour eux. Oui. D'accord. Merci. Alors, je voudrais vous poser à vous tous la dernière question et vous allez y répondre en donnant en même temps votre mot de la fin. Alors, ma dernière question, c'est, avec tout ce que nous voyons sur le terrain, est-ce que si on se dit la vérité, est-ce que ce ne serait pas mieux de concéder que le RHDP sera reconduit au pouvoir haut les mains, hein, vu que le processus électoral, la révision a été très écourtée, on n'a pas eu le nombre qu'il fallait avoir. Depuis 2015, il y a cette liste qui a été élaborée, établie, ce système qui a été mis en place par le RHDP pour préparer les mandats futurs et toutes ces choses que nous voyons qui sont en train de se passer, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une perte de temps d'aller aux élections? De toutes les façons, le RHDP va gagner. Dit de façon d'une autre manière, est-ce que l'opposition réussira à prendre le pouvoir entre les mains du RHDP telles que les choses sont aujourd'hui? Je voudrais commencer avec M. Adjei. Ok. Tu sais, Sarah, je suis désolé de le dire, hein, mais si par hasard, il n'y a pas d'élection, les Ivoiriens devraient se dire, nous ne voulons plus du régime RHDP. Non, la question c'est celle-ci. C'est pas qu'il n'y aurait pas d'élection. Est-ce que vous ne pensez pas que les élections vont finir par remettre le RHDP au pouvoir, vu la façon dont les choses sont déjà fixées? Est-ce que l'opposition pourra les enlever au pouvoir? Je comprends. Si si Coulibaly Kubert est là, avec cette liste électorale-là, si les gens vont aux élections avec ça, on donne le feu vert à Coulibaly Kubert de faire ce qu'il veut, c'est-à-dire désigner son candidat, le Draman Ouattara. Et si l'élection a eu lieu, alors les gens diront, mais il y a eu une élection, ce qu'il a dit, c'est la vérité et tout le monde va assumer. Seulement, ce que l'opposition doit faire, l'opposition doit être ferme sur certains faits. Coulibaly Kubert, il est en fin de mandat, son mandat n'est pas renouvelable, on doit chercher à le changer. De deux, on doit refaire une nouvelle liste électorale en septembre. Jusqu'en septembre. En septembre. Mais septembre, octobre. L'élection, c'est en octobre. Oui, mais 2 mois pour préparer les élections. 2 mois. Oui, mais comme son mandat finit en septembre, on peut assumer que en septembre, il n'est plus président de la CEI. Donc, d'ici, à partir d'avril déjà, ou mai, on peut déjà préparer quelqu'un. Ça, c'est clair. Parce que Coulibaly Kubert, c'est un truand, c'est un faussaire. Donc, insister sur sa démission, refaire une nouvelle liste, ou bien faire l'audit de la CEI, de la commission électorale, c'est clair.
Mais sur le fait sur lequel l'opposition ivoirienne doit insister, c'est que Draman Ouattara est en train de faire un mandat illégal. 2025 va être un autre mandat illégal. Nous voulons le respect de notre constitution. Donc, il est fort clos. Maintenant, d'accord, merci. Bon, donc ça c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Vous avez dit maintenant Donc maintenant, l'autre fait, c'est que vraiment on est en train de souiller l'image de la Côte d'Ivoire avec tout ce qui se passe autour de nous, les coups d'État dans lesquels il est impliqué. On doit peut-être lutter pour l'amener à la CPI, puisque le procès n'est pas fini. On doit bon, donc je comprends pourquoi vous vous êtes arrêté, parce que aller à la CPI de Ouattara, ce n'est pas encore là où on est. Donc, merci, M. Adjei. Merci. Je vous offre aller vers le Dr Eric Eddy. Je sais que beaucoup d'Ivoiriens ont ce rêve-là, de voir M. Ouattara à la CPI, pour dire, voilà, c'est bien fait pour nous, mais on ne sait pas si ça va arriver, on ne pense même pas que ça aura lieu. Dans tous les cas. Docteur, est-ce que vous ne pensez pas que c'est mieux qu'on laisse RHDP prendre le pouvoir et puis la vie est belle pour tous les Ivoiriens? Non, ce ne serait pas bon pour ce à quoi la Côte d'Ivoire elle-même aspire. Vous savez, Sister Sarah, j'ai parcouru une des études du Afro-Baromètre. Le Afro-Baromètre est ce centre-là de recherche basé au Ghana, sous le professeur Gima Boadi, et qui fait des sondages, j'allais dire quasiment chaque semaine, sur ce que pensent les Africains de leur système politique, système économique et autres. Une des études qui a quand même interrogé des jeunes dans la tranche d'âge entre 25 et 35 ans, et vous pouvez voir ça vraiment sur leur site, le Afro-Baromètre, dans au moins 8 pays. Ces jeunes-là, à plus de 70%, aspiraient à vivre dans des systèmes démocratiques, c'est-à-dire dans des pays où le choix des candidats, le choix des dirigeants se fait sur des bases saines, et ces dirigeants-là eux-mêmes dirigent de façon transparente, de façon claire, et que la population elle-même aussi a accès aux informations nécessaires, informations technologiques. Donc, à cause de cette vision, à cause de la vision d'une Afrique qui, on le dit, dans 5 ans, 10 ans, va être le réceptacle de la jeunesse dans le monde, c'est-à-dire il y aura beaucoup plus de jeunes et de personnes valides en Afrique aujourd'hui, il nous faut commencer à établir des systèmes politiques fiables, des systèmes de gouvernance fiables, des systèmes de changement à la tête de nos États qui soient vraiment fiables. Et à cause de ça, on ne peut pas dire qu'un régime, malgré ses malversations, il faut lui laisser le temps de faire ce qu'il a envie de faire parce qu'on ne veut plus qu'il y ait des morts, etc., etc. Ce serait un très mauvais précédent de le faire. C'est la raison pour laquelle les critiques qui sont portées vers l'opposition aujourd'hui, M. Chaud a dit tout à l'heure quelque chose de très important, c'est le rapport de force. Tant que le rapport de force n'est pas défaveur du régime au pouvoir, certains changements qu'on veut voir, par exemple même au niveau de la commission électorale, ne peuvent pas se faire. Et on a des exemples en Côte d'Ivoire, là-dessus, qui le montrent. Si la commission électorale indépendante a été instaurée, alors qu'on avait plutôt une commission nationale électorale, c'est parce que le rapport de force avait changé à un moment donné et que le régime du SPI au pouvoir était non seulement acculé, mais aussi était aussi affaibli au moment de la rébellion. Je ne dis pas qu'il faut aller faire une nouvelle rébellion. Je ne dis pas qu'il faut aller faire un nouveau coup d'État. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je dis que, même sur le plan civil, le rapport de force n'est pas présentement en faveur des partis de l'opposition pour ramener ce régime-là à république. C'est ce soir, il faut travailler. Mais il ne faut pas baisser les bras et il ne faut pas carrément dire, bon, comme c'est comme ça que l'élection, ce serait un très mauvais précédent pour la culture politique qu'on veut impliquer aux Ivoiriens. Voilà la question ou la réponse que je peux donner à cette question. Merci. Merci. Alors, Monsieur Ncho? Oui. Contrairement aux autres,
je suis optimiste parce qu'on ne peut pas répéter toujours ce qui s'est passé en 2010, surtout 2015 et 2020. Il faut comprendre ce qui s'est passé et il faut voir les changements qui sont en cours. Vous prenez, comment on appelle, la une du jour qui annonce que les commissions, les chancelleries sont prêtes à soutenir la prolongation de l'enrôlement. Bon. Ce qui veut dire qu'en 2025, il va y avoir une autre procédure. Les raisons pour lesquelles le RDR peut répéter ce qu'il a fait, c'est un, qu'il n'y ait pas assez de tablettes, et deux, que les résultats des bureaux de vote transitent par les commissions électorales locales, qui sont dominées par le RDR. On a vu, par exemple, les dernières élections régionales, dans les trois ponts, le candidat du RDR avait besoin d'un score pour l'emporter. Même l'ordinateur de la CEI a indiqué que ce score qu'on avait rentré était impossible parce que ça dépassait le nombre d'électeurs de la zone. Mais ils ont quand même accepté. Et donc, si on passe directement des bureaux de vote à la commission centrale avec tout le monde disposant des résultats, ce sera différent. Si on peut voter avec suffisamment de tablettes pour que ceux qui votent de façon multiple n'arrivent pas à le faire, ce sera très facile. Mais encore, c'est le rapport de force. Jamais le pouvoir ne voudra accepter les changements qu'on préconise pour limiter la fraude, pour renforcer la transparence électorale. Donc, ils vont dire qu'il n'y a pas de moyens. Les moyens existent. C'est Thiam qui a annoncé que l'argent était disponible pour poursuivre le processus. Alors, si c'est pour entrer le traitement des choses, on peut recruter beaucoup plus de personnes. Il y a des gens qui sont au chômage qui ne demandent que ça. Et donc, lorsqu'on a posé la question tout à l'heure, vous avez parlé de rapport à 3. Rapidement. Rapidement, oui, rapport à 3. Je pense que le RDR ne veut pas se retrouver face à face avec Thiam. Parce que ce sera plus difficile pour le RDR de frauder face à Thiam que de frauder face à un autre candidat. Il faut comprendre que M. Ouattara, sa force, ça a été l'appui extérieur. Et cet appui extérieur-là, il a soit perdu ou bien il ne l'a plus. Et on voit les modifications qui sont en train de se faire et forcément il a besoin d'un autre pour diluer donc le poids potentiel que quelqu'un pourrait avoir. Oui. D'accord. Donc il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Ce n'est peut-être pas perceptible, mais 2025 ne sera pas comme 2020 ou 2015, encore moins 2010. D'accord. Merci, M. Ncho. C'est sûr que 2025 ne sera pas comme 2010, encore moins comme 2015, mais et d'ailleurs c'est pour ça que tous les Ivoiriens sont un peu sur la méfiance parce que ce sont des temps qui font peur et on se dit qu'on risquerait de tomber justement dans ces fraudes qui ont entraîné tout ce que nous avons vu. Donc nous prions vraiment que cela n'arrive pas. Alors je voudrais aller vers, je crois que mon dernier interlocuteur c'est M. Kwasi Dunga. Merci, Sister Sarah, merci à tous les panélistes, commandant Jacques. Alors, je vous annonce que demain, mardi, je reprends les émissions après un mois. Ce n'est plus la chronique politique, c'est maintenant au cœur de la politique. Et il faut être un sachant pour pouvoir intervenir dedans. Donc, à partir de demain, démarre une nouvelle émission. C'est au cœur de la politique. Merci. Alors, parlant de cette émission, je voudrais, M. Dougan, parlant de cette émission, je voudrais préciser à M. Adjei qu'on dit qu'il faut être un sachant pour venir intervenir. M. Adjei. Merci. Voilà, il ne faut pas venir nous parler de la CPI et tout ça. Il faut qu'on vienne nous donner de vraies informations.
Je suis un Sacha. Bien Merci. sûr, M. vous êtes un écrivain. Allez-y, M. Dunga. Merci. Monsieur Ncho donne espoir pour dire qu'en 2025, ce ne sera pas la même chose. Écoutez, M. Kubé est clair. Il dit, on ne donne pas le pouvoir à n'importe qui. Sachez une chose. Depuis quand on parle des doublons en Côte d'Ivoire, c'est M. Feu Charles Bané qui a dénoncé pour la première fois ce qu'on appelle des doublons en 2015. Jusqu'à présent, ce sont les mêmes doublons que nous avons. M. Kubé, qui était président du tribunal à Bouaké jusqu'à ce que la guerre éclate, ne peut pas venir nous dire que 1000 personnes peuvent avoir un même acte de naissance avec même père, même mère, même date de naissance. Et que la différence se situe au niveau de l'iris de l'œil. C'est une fraude. 1000 personnes ne peuvent pas avoir un même acte de naissance. C'est une fraude. C'est-à-dire, on prend un acte de naissance et on distribue à 1000 personnes différentes qui n'ont pas droit. C'est une fraude. Mais aujourd'hui... Oui, voilà pourquoi ma dernière question, là, c'est celle-là. Est-ce que c'est pas mieux de les laisser gagner les élections, puisque ce que vous dites là fait partie de tout ce qui va empêcher l'opposition de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire? C'est pour cela que je viens tamponner l'opposition. Le RDR, que ce soit M. Draman qui est candidat ou pas, le candidat du RDR, le RDR est en train de préparer, comment ça s'appelle, sa pérennité au pouvoir. Il appartient donc à l'opposition de rejeter cette commission électorale et qu'on reprenne de fond en comble tout le processus électoral. Le problème, ce n'est pas l'enrôlement. Le problème, c'est la commission électorale qui met des barrages qui font que l'enrôlement devient difficile et quelquefois impossible aux personnes. Donc, si les chancelleries s'en vont demander pour qu'on prolonge, ce n'est pas ça le problème. Ça ne résout pas la situation. Parce que le mal, ce n'est pas l'enrôlement. La maladie, ce n'est pas l'enrôlement. La maladie, c'est la commission électorale et, l'enrôlement n'est que le symptôme de la maladie. M. Kubé, son mandat finit en septembre. Il aura tout bouclé pour la victoire du RDR. En septembre, il ne sera plus là. Quelqu'un d'autre va venir. On ne peut pas reprendre un processus électoral entre septembre et le 30 octobre pour aller à une élection. Donc, je demande aux opposants, si vraiment il y a une opposition, de rejeter. Ça a été fait au temps de Laurent Gbagbo lorsqu'il était au pouvoir. Les rebelles ont rejeté, la commission électorale de Gbagbo et se sont appropriés de cette commission électorale. Aujourd'hui, il appartient à l'opposition. Thiam, s'il a tous les supports du monde, son carnet d'adresse est tellement chargé. M. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, il est devenu fréquentable avec d'autres. Il est temps de dire ouvertement à Draman Ouattara que nous ne voulons plus de cette commission électorale et de dire aux chancelleries que tant qu'il n'y a pas une nouvelle commission électorale indépendante qui va mettre en place, qui va refaire tout un processus électoral où nous allons voir tous clair dedans, où il n'y aura plus une femme avec 1000 enfants, nous n'irons pas aux élections tant qu'on n'arrive pas à ce point-là. Tout ce qu'on est en train de faire, nous sommes en train de pérenniser le pouvoir, de cautionner la pérennisation du RDR au pouvoir. Merci. Voilà, merci M. Douga, merci à vous tous. Je suis très heureuse de revoir ou de réentendre Dr Eric Eddy. Merci. Vous savez, nous allons vers les élections et cette émission devrait nous permettre de toucher vraiment les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Alors, quand vous allez recevoir le lien de cette émission, veuillez la partager pour que beaucoup d'Ivoiriens puissent suivre ça. Ça peut aider nos populations à savoir s'orienter par rapport à ce qui arrive en 2025.
même si nous voyons que le panorama n'est pas du tout optimiste, n'est pas du tout gai. Beaucoup de choses ont été faites pendant les 15 dernières années, l'opposition étant plongée dans la torpeur, l'intimidation et tout ce qui s'est passé a vraiment perdu de vue tout ce qui est en train de se mettre en place. Et donc, on se retrouve en face d'un système électoral biaisé dès le départ, tout le monde le sait. Il est aux mains du parti au pouvoir. Et quand on parle de M. Coulibaly Kébé, nous pensons qu'il n'est qu'un épiphénomène dans tout le gros phénomène qui est en train de se passer. Et il est un peu le bouc émissaire qui est utilisé par le parti au pouvoir, parce que nous voyons que M. Kébé ne fait qu'exécuter ce qu'on lui dit de faire, et donc il fait bien son travail sur ce point. Mais est-ce que sur le plan légal, son travail est légal? Ça, c'est une autre question. Mais les Ivoiriens doivent savoir que cet exemple qui vient de se passer avec la révision de la liste électorale est criard. C'est un exemple qui nous montre comment il sera difficile pour l'opposition de reprendre le contrôle du système électoral en Côte d'Ivoire. 4 500 000 personnes attendues pour les listes électorales de 2025. Seulement 800 000 personnes ont eu accès, ont eu la possibilité de s'inscrire. 800 personnes pour lesquelles l'opposition n'a aucun contrôle. L'opposition ne sait même pas qui sont ces personnes, d'où est-ce qu'elles viennent, est-ce qu'elles sont légales, est-ce qu'elles ont le droit de s'inscrire sur les listes, est-ce qu'elles sont réellement des Ivoiriennes, on ne sait pas. C'est dans le bruit, c'est dans le brouhaha, et l'opposition n'arrive pas à rassurer les populations sur la véracité et la légitimité de ce système électoral qui a été complètement formaté par le parti au pouvoir. Alors, nous espérons vraiment que l'opposition va se réveiller pour que s'il y a une autre liste électorale en 2025, que tous les Ivoiriens puissent y figurer, même le président Laurent Gbagbo, qui a droit, qui est en train de lutter, et on espère qu'il réussira à être sur la liste et qu'on ne va pas encore assister à cette histoire de 3e ou 4e larron qui va venir jouer le jeu. On a déjà vu beaucoup de traîtrises. Monsieur Afin Guessan est en train de payer les pots cassés de ses choix. C'est dommage pour lui, mais c'est son choix. Il va assumer jusqu'au bout. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine, disons dans 2 jours, même pas la semaine